Bienvenue au podcast Mais à la pâte, un podcast où on reçoit des entrepreneurs que vous connaissez, qu'on a bien entendu dans les réseaux sociaux, sur la scène médiatique, mais qu'on connaît un peu moins l'humain derrière l'entrepreneur. Aujourd'hui, au podcast, on reçoit deux personnes que j'avais tellement hâte de recevoir. Ray Junior Courtemanche et sa fille Chloé qui travaillent ensemble, qui ont des immenses projets immobiliers. Là, je pense qu'il y en a un d'environ 2 milliards qui sont en train de livrer ces temps-ci. C'est une famille aussi qu'on voit quand même beaucoup sur les médias sociaux. Donc, je sens que ça va être très intéressant. Bonne écoute! Ray Junior, Chloé Courtemanche, bienvenue au podcast Mais à la pâte. Un gros merci de vous être déplacés quand même pour venir nous visiter à Québec. Ben oui, puis on vient pas souvent à Québec, mais ça nous fait plaisir d'être venus ici vous rencontrer aujourd'hui. Ah ben c'est vraiment apprécié, merci beaucoup. Pour les gens qui ne connaissent pas Ray Junior Investissement, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu de quoi il s'agit? Ben dans le fond, nous, on est dans le développement immobilier, puis c'est nous qui fait l'immense projet, la Cité de Mirabel, qui est sur l'autoroute 15, quand on s'en va vers Saint-Sauveur, à la sortie 28, où est-ce qu'on retrouve les Premium Outlets et les premières tours de 15 étages qu'il y a eu sur la rive nord de Montréal. Puis on fait plein de bâtiments commerciaux, résidentiels, locatifs, industriels, cliniques médicales. Il y a 2 écoles qui se sont construites primaires en entour de notre projet parce qu'on a créé beaucoup de densité. Puis là, on travaille sur un méga projet qui est le plus grand parc aquatique intérieur au Québec, qui est le Moréa. Puis ça, c'est sur le site de Cité Mirabel? Directement dans la Cité de Mirabel, oui. C'est vraiment immense. C'est combien de pieds carrés que vous développez? Bien, total, avec les terrains qu'on a achetés adjacents depuis 2012 qu'on est là, on a en tout le site, c'est près de 17-18 millions de pieds carrés. Fait que c'est un gros projet, ça. Puis, je ne sais pas si c'est une information privée ou publique, mais ça chiffre à combien, ce projet-là? Bien, là, en ce moment, depuis 2012, avec l'achat du terrain, la construction des rues, les stations de pompage, les bâtiments, puis tout ce qui s'est construit au pourtour, c'est environ 1,5 milliard de construits à date. Wow. C'est impressionnant quand même. Puis ça vous est venu où? D'où cette idée-là de... Bien, c'est parce que je construisais des projets assez hors du commun. Okay. Exemple, des maisons haut de gamme avec des designs vraiment attirants, qui attirent l'œil. Puis on a gagné beaucoup de concours de construction pour les maisons haut de gamme au Québec. Fait que notre nom circule énormément. Puis là, il y a un monsieur qui avait travaillé avec les gens qui voulaient développer ce projet-là, anciennement, qui s'appelait Lac Mirabel. Okay. Puis c'est eux, exemple, c'est Sheldon Gordon de la banque Morgan Stanley qui étaient partenaires ensemble. Puis Sheldon Gordon, il a travaillé sur le Caesars Palace à Las Vegas, fait qu'il faisait des immenses projets en travers le monde. Puis quand il y a eu la crise économique en 2008, ils ont cessé de développer ce projet-là. Puis là, bien, en 2011, il y a quelqu'un qui est venu visiter un de nos projets qu'on faisait à Lorraine, le domaine de Château de Brisac. Puis là, on faisait des maisons d'1,5 million, 2 millions. Puis le monsieur qui est venu rencontrer Annie, qui est ma conjointe, il a dit « Ah, j'ai un terrain qu'on a travaillé depuis 2003-2004. » Puis là, bien, en 2008, il y a eu la crise puis tout ça. Ouais. Puis là, bien, il y a quelqu'un qui nous a dit que vous seriez un bon candidat pour ce projet-là. Puis c'est là que je me suis mis à négocier avec la banque Sheldon Gordon et la banque Morgan Stanley à New York. Parce que comme vous l'avez mentionné, vous allez chercher quand même une expertise. Là. Vous avez dans votre équipe ou dans les réflexions, tout ça, des gens qui ont travaillé sur des projets comme à Las Vegas, Dubaï aussi, si je me trompe pas. Oui, bien pas. ça, c'est moi, dans le fond. C'est que je suis très curieux. Fait que j'écoute presque jamais la télé. Je suis tout le temps en train de faire des recherches. Justement, c'est que je vais chercher mes inspirations partout à travers le monde. Fait que quand la ville, elle a dit, ben là, ça n'a pas de sens, vous allez consommer trop d'eau. Puis, je voulais amener des solutions gagnantes pour sensibiliser la population de Mirabel, comme quoi qu'on avait des bonnes solutions. Puis, où est-ce qu'on trouve des bonnes solutions? C'est où est-ce qu'ils ont plus de problèmes que nous. Oui. Alors, à Dubaï, l'eau est rare. Dans le désert. À Las Vegas, il y a plein d'hôtels. Puis, les gens, ils prennent toutes leurs douches, ils boivent toutes de l'eau. Puis, ils arrosent les gazons tous les jours. Fait que je me suis dit, je vais aller voir les technologies qu'ils utilisent là-bas pour avoir de l'eau quand il n'y en a pas. Puis là, ben, on a emmené ces solutions-là à la ville. Fait que c'est des technologies qui recyclent l'eau à même notre projet. Fait qu'on
on consomme pas tout le temps. Vous avez comme votre propre eau puis un roulement, Exactement. j'imagine. Fait que l'eau qu'on utilise à tous les jours dans nos maisons, mais est rejetée dans le système de l'aqueduc, pas l'aqueduc, mais le sanitaire et le pluvial. Ça s'en va dans les rivières. Mhm. Puis là, ensuite, mais il repompe l'eau dans les rivières, il la nettoie, puis il nous la renvoie, puis on la boit. Tandis que nous, on va faire la même chose, mais on va garder l'eau à l'interne, puis on va la nettoyer. OK. Hey, c'est tellement intéressant. Puis j'ai tellement de questions sur tout ça, comment construire des maisons. Puis finalement, tu construis un projet à 2 oui. milliards. Là, c'est vraiment intéressant. Mais avant de tomber là-dedans, c'est comme l'entrepreneuriat, c'est quand même niché comme, comme travail, tout ça. Est-ce que vous venez d'une famille d'entrepreneurs ou d'où vient le goût de l'entrepreneuriat? Ben moi, c'est surtout, comme on pourrait dire, j'ai baigné dans le service à la clientèle quand j'étais tout jeune. Mon père était mécanicien, puis on n'était pas fortunés, mais j'allais toujours au garage au lieu d'être dans un service de garde parce que j'ai été élevé par mon père et non par une famille OK. avec la mère et tout ça. Fait que là, vu que mon père était tout seul, au lieu de m'envoyer à la garderie, me faire garder partout, mais je restais tout le temps au garage. Fait que j'étais élevé indirectement avec la clientèle qui venait au garage pour mettre de l'essence puis faire réparer leur voiture par les mécaniciens. Fait que j'ai toujours été avec des adultes à mon jeune âge. Genre, quand je dis jeune âge, c'est 4-5 ans. Puis là, à 5-6 ans, j'étais déjà aux pompes pour offrir aux gens de mettre de l'essence dans leur voiture. Fait que c'était du service à la clientèle, mais sans je m'en rendre compte. Sans C'était vraiment le inconscient, savoir, c'était hein. naturel, là, Puis exactement. est-ce que c'était le garage de votre père? Non, mon père était mécanicien, là. OK. Fait qu'il était employé pour un propriétaire qui avait ce garage. Puis à baigner justement dans ce milieu-là, ça vous a pas intéressé de continuer dans cette voie-là ou de rester dans l'immobilier? La Pas vérité, l'immobilier, pardon, les je automobiles. sais faire la mécanique, OK. mais c'est tellement salissant puis salaud. T'as tout le temps les doigts tout crottés, de la graisse entre les ongles partout. L'hiver, la slotch, ça te coule dessus. Je salue tous les mécaniciens puis je les félicite de continuer à faire ce métier-là. Ils ont beaucoup de mérite, mais moi, C'est ce qui j'haïssais ça. vous a motivé à passer à à autre pas faire chose. ça. Ouais. Puis je pense que ce que vous faites aujourd'hui, c'est pas le premier projet que vous avez entrepris non plus. Comment ça s'est passé, votre parcours entrepreneurial pour vous rendre jusqu'où C'est très vous long à êtes expliquer, aujourd'hui? mais je peux faire ça rapidement. C'est que du garage, j'ai vendu des T-shirts parce que je voulais être pilote de course. Mhm. Puis là, mais avec l'argent que je faisais avec les T-shirts, je vendais des estrades. Ça, c'était à 5-6 ans. Fait que je vendais des T-shirts, puis le profit sur un T-shirt, c'était environ 3 $. Mon père gardait 1,50 $, moi, je gardais 1,50 $. Puis avec cet argent-là, mais je pouvais me louer des cartes pour faire du karting. Ensuite, je voulais être encore un grand pilote puis monter de catégorie. Fait que je me suis mis à offrir aux gens de couper leur gazon. Puis là, ben, client à client, puis je donnais toujours un over-deliver pour donner une qualité service. exceptionnelle puis que les gens soient marqués par le service que je leur donnais pour qu'ils me rappellent toujours. Puis ce que ça l'a fait, c'est que je suis devenu l'entrepreneur, ça c'était à 14 ans, en aménagement paysager qui avait la plus grosse entreprise au Québec. Puis on faisait du pavé imbriqué, des contours de Mon piscine, Dieu. des chutes d'eau qui coulaient dans les piscines. Puis là, ben, c'est ça qui m'a emmené à faire de l'excavation, du transport en vrac. Et de là, je travaillais sur des chantiers de développement immobilier, des centres commerciaux. Puis je voyais ces gens-là faire des immenses projets, puis ça piquait ma curiosité. Encore une fois, je faisais énormément de recherches. Puis c'est ça qui m'a emmené à faire de l'aménagement paysager puis de Mhm. faire de la construction en même temps. Puis là, ben, j'excellais à créer des projets hors de l'ordinaire. Puis ça m'a emmené à avoir un succès incroyable tout le temps en faisant du over-deliver. Mhm. Fait que vous n'avez pas étudié là-dedans? Ou J'ai c'est vraiment... aucune éducation dans Ouais. rien. Ouais, c'est correct. Puis toi, Chloé, t'as-tu toujours baigné là-dedans? T'es-tu toujours restée dans l'entreprise familiale avant de la joindre? Non, j'ai travaillé dans d'autres postes avant de me joindre dans l'équipe, mais j'ai toujours eu Ray qui me tirait pour me dire « Viens-t'en travailler avec nous, je veux avoir un guerrier comme moi qui va vraiment être au front puis pouvoir travailler autant que moi. » Mais j'ai travaillé dans des camps de jour, vraiment OK. des jobs comme que tous les jeunes passent par. J'ai travaillé dans un dépanneur, ça c'était ma deuxième job. Je voulais m'acheter ma première voiture à 16 ans pile. Fait qu'à chaque fin de semaine, à 6 heures, j'ouvrais le dépanneur. J'avais peut-être 14 ans à ce moment-là. Oh mon Dieu! Hey, Mais la valeur du travail, Ouais, c'est incroyable. ça. J'adore ça parce que
clairement, tu as sûrement grandi dans un environnement privilégié, veux Ouais. pas. Puis tu dis, j'ai travaillé au camp de jour, après ça au dépanneur. Ouais, en fait que fait, tu devais pas être vieille quand. non, ben en fait, j'ai commencé dans un centre de karting extérieur, dans le fond à Mirabel, parce que Ray il voulait nous partager sa passion de l'automobile. Puis il s'est dit, regardez, vous allez pouvoir faire du kart de compétition, mais vous devez travailler dans le centre de karting pour mériter ce que vous allez faire. Fait que à partir de 14 ans, durant 2 ou 3 étés, on travaillait à temps plein dans le centre de karting. On faisait la mécanique, on lavait les karts. Fait que nécessairement, là, on a appris à faire de la mécanique, à se débrouiller, puis on ouvrait même le centre de karting. On enlevait l'alarme. J'avais 14 ans, mon frère en avait 13 à ce moment-là. Puis j'allais porter le matin à 6 heures Mhm. parce qu'il fallait que j'aille travailler après. Là. Ouais. Oh mon Dieu! Fait que nous, c'était comme notre camp de jour en tant que tel, mais on allait Travailler dans le travailler. centre de Exactement. Puis après ça, j'allais à l'école entre-temps. Fait que l'été, ben, nécessairement, je travaillais, mais durant l'école, j'allais à l'école. Après ça, je suis allée travailler au dépanneur camp de jour pendant 3 ans. Fait que j'ai pas nécessairement eu tout de suite à travailler dans la compagnie familiale. C'est plutôt il y a 5 ans où j'ai décidé d'arrêter de travailler pour le camp de jour puis commencer à apprendre vraiment l'immobilier. Que mon père me dit, regarde, première chose qu'on va te faire, va sur les chantiers, apprends le plus possible avec notre surintendant pour coordonner les chantiers, savoir comment ça fonctionne, le processus d'une construction. Puis de là, j'ai commencé à travailler à temps plein chaque été. OK. Puis ça fait 1 an que je travaille à temps plein dans l'entreprise depuis que j'ai terminé mon bac au HEC. Oui, c'est ça, parce que tu es allé à l'école quand même longtemps. Puis, Ouais. tu sais, bon, ayant un père qui n'est pas nécessairement allé à l'école, comment ça a fonctionné? Est-ce que toi, Ray, c'est quelque chose que tu poussais, Je suis mettais de l'avant? Tellement intéressée par la réponse. Là. Je Vous suis un allez, peu dans la même situation avec mon vous père. allez être traumatisés. Dans le fond, moi, j'avais hâte que mes enfants viennent oui. travailler avec moi. Puis, vu que j'ai pas d'éducation, je me suis dit, ben, ils en ont pas besoin autant qu'ils en ont accumulé. Hein? Puis là, ils ont terminé le secondaire. Puis là, je voulais qu'ils s'en viennent. Là, ils m'ont dit, ah, ben là, on va faire un programme spécial au cégep. C'est juste, je lui ai dit, c'est juste 3 ans. Je vais faire ça, puis après, je vais m'en venir. Fait que ça, c'était le programme du cégep. Quand ils ont fini ce programme-là, ils m'ont dit, ah, ben finalement, on va faire l'université. Puis là, ils sont inscrits à l'université de Montréal. Puis là, je les ai perdus encore. Un autre 3 ans. Ouais. Puis, dans le fond, toi, ta volonté d'aller à l'université, parce que là, si je me trompe pas, tu as étudié au HEC, donc en administration. C'était-tu justement pour aller reprendre l'entreprise? Qu'est-ce que tu avais derrière la tête? Depuis le secondaire, je savais que j'allais travailler dans l'entreprise OK. familiale. J'en parlais avec mes amis au secondaire, puis je savais ce que je voulais OK. faire. Puis je prenais tous mes cours en fonction de ça. Puis j'avais vraiment la volonté de vraiment travailler avec mon père. Puis, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que rendu au cégep, après mes 3 ans, je me suis dit, regarde, j'ai la chance de pouvoir aller à l'université. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont la chance de le faire puis qui ont les capacités de le faire. Fait que je me suis dit, je vais y aller. C'est 3 ans dans une vie, comparativement à tout ce que tu fais dans une vie. C'est 3 ans, c'est rien dans toute une vie. Toute une carrière, Ouais, ouais, c'est long, c'est ça. clair. Pour vous, Mais c'est quand moi je me rappelle, j'avais fini le secondaire, puis je m'étais inscrite au cégep, j'ai fait 1 an, je suis allée dans le programme de business. Puis là, à ma 2e année, tu sais, moi je m'étais inscrite, je payais mon cégep, je payais mon stationnement. Puis tu sais, quand t'es jeune, c'est quand même des sous là. Ouais. Puis là, je me rappelle la première journée d'école, tout l'été, j'avais travaillé dans l'entreprise avec mon père. Mon père il dit, tu t'en vas où? Là, je dis, ben, à l'école. Il dit, ben là, j'ai besoin de toi au bureau. Fait que tu sais, finalement, je suis pas retournée à ma 2e session. Fait que moi, j'ai cédé à la pression. Ah, vous avez pas eu Prends assez son exemple. d'influence. Ah non, j'ai trop de caractère. Je vais à ma tête. Mais j'ai beaucoup aimé que tu as dit, t'as payé une partie ou ton auto, ta première auto? Ah oui, ben, tu sais, dans le fond, Ray voulait nous apprendre la valeur de l'argent le plus tôt possible. Ouais. Fait que jamais il nous a donné un 20 pour aller nous acheter quelque chose. Fallait vraiment travailler pour notre argent parce que un enfant qui ne sait pas c'est quoi la valeur de l'argent, il réussira jamais dans la vie, je pense. Parce que comment tu veux réussir si tu sais pas comment faire de l'argent? Tu sais, s'il y a aucun lien, aucune corrélation. Fait que dès 14 ans, comme j'ai dit, ben, on travaillait pour vraiment comprendre que c'était difficile d'avoir du succès. Ben, surtout que c'est quelque chose qui est, je pense, difficile à apprendre plus tard dans la vie. Ça sert justement de le savoir le plus Moi, jeune possible. Je dirais même que l'éducation monétaire, puis comment
gagner de l'argent pour pouvoir dépenser les efforts que tu as faits pour la gagner. Mais c'est la meilleure éducation qu'on peut partager à nos enfants parce que si les enfants sont habitués de recevoir des sous quand ils veulent faire une activité ou mettre de l'essence dans leur scooter, ben ils vont faire le tour du monde avec leur scooter. Ça ne coûte rien mettre de l'essence. Mais les enfants qui payent leur essence, ils vont beaucoup moins loin avec leur scooter parce qu'il faut qu'ils travaillent pour le nombre d'argent qu'ils veulent gagner pour payer les réparations, le pneu du scooter, l'essence, la maintenance, les changements d'huile. Fait qu'ils vont prendre bien moins leur scooter parce que l'argent ne tombe pas du ciel. Non, fait que si ça. tu travailles pour la gagner, ben automatiquement, tu vas moins en dépenser. Ah, c'est clair. Fait que c'est comme ça que les gens vont connaître la valeur de l'argent. Puis il faut l'apprendre vraiment très jeune. Puis est-ce que c'est une éducation que vous avez eue à la maison quand vous étiez plus jeune? Ben moi, je l'ai eu par la force des choses parce que mon père, il était pas fortuné puis il pouvait pas se permettre de me pitcher des 5 $. Fait que j'ai travaillé pompiste, j'avais 5-6 ans. Puis j'ai remarqué que plus je donnais du service aux gens, plus j'étais gentil, plus que j'over-deliver le service à la clientèle. Puis plus j'étais souriant, plus les petits messieurs puis les madames m'appréciaient, bien, j'avais des pourboires. C'est avec ces pourboires-là que je pouvais m'offrir des choses que mon père ne pouvait pas me payer. Ah, Mais c'est clair. à ce moment-là que tu as compris c'était quoi faire de l'argent. Exact. Ouais, Puis vous clairement. parlez beaucoup de votre père. Est-ce que votre mère était présente dans votre enfance? ou- Non, pas du tout. Dans le fond, ils se sont séparés. J'avais environ 4-5 ans, puis OK. je ne l'ai jamais revu. Fait que j'ai été OK. élevé vraiment par mon père et les clients du garage OK. et les mécaniciens. là. Avez-vous des frères et sœurs? J'ai des demi-frères, demi-sœurs. OK. Puis là, on a parlé beaucoup de valeurs d'éducation financière. Je pense avoir déjà lu que vous avez été victime d'intimidation quand vous étiez jeune par des enfants qui venaient d'un milieu plus aisé. Vos enfants ont grandi dans un milieu aisé. Comment ça... Ben ça, dans le fond, c'est important que vous posiez cette question-là. Quand j'étais tout jeune, justement, vu que j'étais au garage tout le temps, moi, quand j'arrivais au primaire, mais avant d'aller à l'école, où ce que j'étais pas chez moi avec ma mère qui me dorlotait puis qui m'avait fait un petit déjeuner ou un dîner. J'étais au garage. Fait que je sortais du garage. Fait que j'avais été pompiste. Ouais. Je me lavais les mains, mais ça partait pas ouais. tout. Puis souvent, j'avais des taches sur mes vêtements. Ouais. Mais je me roulais pas à terre. Là. Tu fais juste t'approcher de la voiture où Ouais. le boyau de l'essence me touchait. Mais quand j'arrivais à l'école, vu justement que je n'étais pas super bien peigné, j'avais pas les doigts avec une manicure propre puis mes vêtements tout le temps impeccables, mais je recevais justement de l'intimidation. Les gars qui avaient des sous, leurs parents, mais eux, ils servaient de moi comme bouc émissaire puis ils riaient de moi justement parce que j'avais pas tout le temps les mains propres puis les vêtements parfaits avec une marque. Fait que là, ben, ça a fait que ça te crée un caractère. Puis, justement, ces gens-là, aujourd'hui, moi, indirectement, j'ai remercié parce que ça m'a Ils vous ont formé forgé. exactement un caractère. Personne ne peut m'intimider parce que je ne suis pas intimidable, justement, parce que j'ai vécu ça à mon jeune. J'avais 6-7 ans, là, puis je mangeais des volets. Fait que maintenant, ces gens-là, mais ils m'ont rendu service parce que je réussis à passer, puis c'est incroyable. Là, tu sais, toutes les étapes qu'on passe dans les dernières années, ben, si on recule en arrière, il y a eu la guerre du Golfe, la guerre du Koweït, il y a plein d'entreprises qui faisaient faillite. J'ai passé en travers toutes ces périodes-là durant mon côté entrepreneurial, mais j'ai jamais baissé les bras, mais c'est ton enfance qui fait la force que tu es aujourd'hui. Puis pensez-vous que ça, c'est quelque chose qui a contribué au fait que vous avez décidé de quitter l'école plus tôt? Oui, vraiment, parce que quand j'ai commencé, je me suis inscrit au secondaire 1, j'ai commencé la première session, mais je voyais les gars avec la largeur des épaules qu'il y avait, les joueurs de football, j'ai resté, C'était ils vont une me autre tuer. game, là. Exact, fait que j'ai dit, j'aime mieux aller travailler pour les gens qui vont me payer pour un service que je vais leur donner, puis en plus, ils étaient gentils avec moi, les gens. Parce que je leur donnais un très bon service. Puis, ils voulaient que moi aussi, je sois content parce qu'ils ne voulaient pas me perdre comme jeune entrepreneur. Fait que c'était un match parfait. Fait que j'avais plus le goût d'aller à l'école. Fait que vous avez quitté, vous parlez de secondaire 1, J'ai 13 fait ans. peut-être 1 mois, 2 mois de OK. secondaire. Puis là, je ne sais pas comment ça fonctionnait à l'époque. Il n'y a pas des lois ou des choses Il qui y a font en personne sorte qui qu'il est n'y venu a me personne chercher, qui est venu vous chercher à la maison pour vous Non, ramener pas sur du les tout. bancs Il était d'école. sur la route on de OK. Louis. Ouais. Ils Fait- couraient après moi, j'étais sur ma tondeuse.
Avez-vous déjà eu peur que vos enfants provenant d'un milieu aisé intimident des gens moins fortunés? Non, parce que je les ai pas éduqués de cette façon-là, puis je les ai jamais gâtés en cadeaux matériels. Je leur ai donné plus de temps de moi en faisant des activités, en les emmenant avec moi sur les projets. Je leur ai fait connaître la vraie vie. La vraie vie, c'est pas d'être à la maison, de dire je veux des sous ou je veux aller faire une activité, puis que tu dis oui à toute une activité, ça se gagne. Fait que si tu fais des efforts à la maison, tu fais du ménage, tu participes aux tâches de la maison, tu aides à la cuisine, tu sors les poubelles, tu déneiges le balcon, les escaliers, tu participes, mais là, tu mérites d'avoir une activité au cinéma. Mais les parents, aujourd'hui, ils font pas ça. Là, ils donnent tout à leurs enfants. C'est plus facile de donner des cadeaux que du temps. C'est clair. Puis on n'avait pas le choix d'être autonome parce qu'avec le temps qu'il y avait sur ces business, il fallait que le matin, on fasse nos lits, qu'on fasse nos lunchs. On faisait tout ce qu'on pouvait faire à 5-6 ans au primaire. C'est nous qui faisions nos lunchs. Puis toi, Chloé, ça t'a-tu déjà amené des frustrations, mettons, parce que d'être dans un milieu qui est un peu fortuné, ou en tout cas, moi, j'ai des souvenirs parce que j'ai été élevée un peu de la même manière, mais étant dans un milieu un peu plus fortuné, des fois, tu vois justement les autres enfants qui, eux, sont dorlotés ou que, tu sais, il y a peut-être un accès qui est plus facile. Ça t'a-tu déjà amené des frustrations? Ça m'emmène pas des frustrations, mais je vois la réalité en face que comme si les enfants sont élevés de la façon que tout leur est dû, ça fera pas des enfants qui auront une tête sur les épaules puis qui seront capables d'avancer comme il le faut dans la vie. Puis je pense qu'au secondaire, je le voyais vraiment parce que j'étais dans une école privée en plus. Mais je voyais tous ces enfants-là autour de moi. Puis pour moi, c'était vraiment important de rester humble parce que l'humilité, c'est la plus belle valeur au monde parce que si tu es humble, tout le monde a du respect envers toi. Puis tu as du respect envers toi-même nécessairement. Puis dans ce cas-là, pour toi, c'était-tu plus difficile justement de trouver des bons amis qui partageaient les mêmes valeurs? Ou... Oh non, moi, j'ai un radar pour les mauvaises personnes. Là, fait que j'avais pas de difficulté pour ça. Puis, tu sais, ça paraissait pas que je venais d'une famille plus aisée parce que ça, nécessairement dans mon caractère puis dans comment j'agis dans la vie, ça paraissait pas parce que justement, l'humilité, c'est important pour moi. Ah, je comprends. Puis là, toi, Chloé, t'es arrivée dans une quand même grande entreprise. T'as le nom de famille de ton père. Est-ce que tu trouves ça difficile de te faire un nom, faire ta place? Non, parce que je suis capable de faire ma place. C'est sûr que l'opinion des gens, tu sais, ça arrive que comme les gens pensent que j'ai tout pour moi dans la vie puis que tout est facile. Mais au fond de moi, je sais ce que je fais, je sais que je suis capable, que ce que je réalise. Puis ça me passe 10 000 pieds au-dessus de la tête, là, ce que les gens pensent. L'important, c'est que mon entourage restreint savent les efforts que je fais. Puis les personnes qui sont le plus aptes à le voir, c'est justement les personnes avec qui je travaille au bureau. Ils voient comment je travaille puis que je fais une différence dans l'entreprise. Donc, non, c'est pas difficile. Au bureau comme ça, vous n'êtes pas les deux seuls courte-manche. Je pense qu'il y a ton frère aussi qui travaille avec vous. Oui, exact. Donc, mon frère, il est chargé de projet plus sur les chantiers. Lui, c'est un hyperactif, là, donc il faut que ça bouge. Mais en ce moment, il est en train de terminer son bac au HEC aussi, en comptabilité. Donc, il reste environ 1 an, là, puis il devrait s'en venir avec nous à temps plein. Est-ce qu'il pense continuer la profession comptable pour en profiter ou non? Il s'en vient tout de suite travailler avec vous après? En fait, c'était vraiment plus des connaissances pour lui qu'il voulait aller chercher. Mais il aime mieux être sur le chantier. Il aime être sur le chantier. Puis toi, tu es au marketing, si je ne me trompe pas, dans l'entreprise? Oui, je touche à beaucoup de choses. Je suis au développement des projets, je suis au marketing. En ce moment, on est 3 filles plus moi à temps plein dans le marketing. Fait que je gère notre équipe qui est en expansion tout le temps pour l'ouverture prochainement du futur parc aquatique. Fait qu'en ce moment, on veut créer notre base solide, notre équipe pour justement cette ouverture-là. Sinon, je touche à la location des condos. Chaque week-end, je travaille sur la location des condos sur les visites libres. Donc, je touche vraiment à tout. Là. Elle fait 6 jours semaine, environ 70-80 heures. Ouais. C'est bon. Est-ce que c'est ce que vous faites encore aussi aujourd'hui? Moi, je fais 80-90. Quand on est passionné. Hein? C'est qu'on ne le voit pas qu'on travaille. C'est c'est comme une personne qui veut aller aux Jeux olympiques, puis il fait de la course à pied, mais cette personne-là, tous les jours,
elle va être assidue à se pratiquer, à s'entraîner physiquement, mais elle va s'entraîner over entraînement, mais elle le fait par passion, c'est pas une obligation. Puis quand tu fais quelque chose que tu aimes et que tu es passionné, mais tu peux le faire sans fin. Là, ça... Puis là, vous êtes en train de livrer un projet de 1,5 milliard. Est-ce que votre vision long terme, c'est quoi? C'est-tu... Ben nous, dans le fond, c'est d'emmener à terme le projet du Moréa Parc aquatique. Puis ça va être comme notre trace, notre marque qu'on va avoir laissée dans notre histoire du peu de temps qu'on a sur la Terre, dans le fond. Mais c'est la trace qu'on va avoir fait d'avoir réalisé le plus grand projet récréo-touristique au Québec dans un seul et même endroit. Puis, en plus, on est sur l'autoroute 15, fait que tous les touristes qui viennent de partout à travers le monde, ils visitent, admettons, le Québec, le Vieux-Québec, Montréal, le Vieux-Montréal, puis ensuite, ils prennent l'autoroute 15, ils passent Laval, ils passent Blainville, Rosemère, Sainte-Thérèse, Saint-Jérôme, ils arrêtent, admettons, à 20-30 % dans la région de Saint-Sauveur, mais la plupart des gens, ils s'en vont directement à Tremblant, puis il n'y a aucune rétention dans la région de Sainte-Thérèse, Blainville, Mirabel. Mais avec notre projet, mais les touristes de partout en travers la planète vont arrêter à Mirabel pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours. Ils vont être hébergés sur le site. Il va y avoir des activités, des restaurants, un centre de congrès, salle de spectacle, toutes les glissades intérieures. Puis ça va être ouvert 365 jours par année. On n'a rien ici qui est accessible toute l'année. Comme ça toute l'année. Avec ça les va saisons. Exact. C'est la trace qu'on va avoir laissée ici sur Terre. C'est vraiment impressionnant. Puis je pense pas qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs au Québec qui peuvent se targuer d'être derrière un projet aussi gros. Puis comment ça marche? Trouver des investisseurs pour ces gros projets-là, c'est quelque chose que vous travaillez depuis, je pense, vous dites 2011. Est-ce que ça doit prendre des années, j'imagine? Bien, le parc aquatique, je pense, depuis que j'étais enfant. Tantôt, on parlait d'histoire. Quand j'étais tout jeune au primaire, j'étais traumatisé, dans le fond, de voir tous les kids qui s'en allaient voir leurs grands-parents en Floride avec leurs parents, aller voir Disney. Puis moi, j'étais au garage en train de servir de l'essence pendant les congés de Noël, puis tout ça. Puis là, j'avais toujours ça dans la tête avec... j'étais un passionné de Disney. Puis quand j'étais tout jeune, mais il y avait une émission de Disney, c'était le samedi, puis c'est sûr, je l'écoutais. Puis je trouvais que ce monde-là imaginaire, ça m'emmenait mon petit bonheur à moi. Puis là, je me suis dit, quand j'ai commencé à faire du développement immobilier, un jour, j'aimerais ça faire quelque chose de grandiose comme Disney. Mais je ne savais même pas si j'étais pour faire quelque chose, mais j'avais quelque chose qui me disait dans ma tête, ça serait tellement incroyable de réussir à réaliser quelque chose de ce genre-là. Puis on est passionné des voyages. Puis tout partout, ce qu'on va en voyage, je veux tout faire les attractions inimaginables qui existent où est-ce qu'on va dans n'importe quel pays. Puis quand je vais à quelque part, je regarde tout ce qu'on essaye comme attraction, puis qu'est-ce qui m'accroche, qui m'interpelle. Mais je l'emmagasine, puis là, mais je veux le refléter à la maison. Exact. Puis là, mais c'est de là que j'ai tout le temps travaillé sans savoir qu'est-ce que j'étais pour réaliser. Puis là, ça l'a emmené à mettre au monde le Moréa. Puis là, on travaille là-dessus assidûment depuis qu'on l'a annoncé en fin 2021 pendant la pandémie. Puis là, le projet, on a eu nos résolutions de la ville. Puis on va avoir nos permis bientôt. Puis là, on est en train de faire les plans finaux d'ingénierie, mécanique, structure. Puis on devrait pouvoir démarrer en 2026. On ne sait pas quel mois. Puis, dans le fond, pour bâtir un projet comme ça, on en fait déjà des immenses projets. Comme là, on est en train de terminer un projet de locatif. C'est un immense bâtiment de presque 1 100 000 pieds carrés. Puis, c'est un projet d'environ 220 millions de dollars. Fait qu'on baigne déjà dans des gros projets. Puis, c'est les institutions financières, les banques qu'on travaille avec, toutes les banques canadiennes, des fonds à Toronto. Fait que c'est avec eux qu'on fait le financement des projets. Puis, c'est nous qui mettons notre équité nécessaire. Puis, on a des projets qu'on a plus d'équité. Fait qu'on peut faire du levier avec nos bâtiments. C'est comme ça qu'on va réussir
à combler le budget nécessaire pour faire le projet. Puis là, ça prend combien de temps à construire ça? Vous dites début 2026, vous commencez la construction, mais on s'attend à Ben, combien dans le fond, de... faire le premier projet, la phase 1, que nous, OK. on appelle, c'est le premier bâtiment qui est étagé de 11 étages. OK. Puis au 11e étage, c'est un centre de congrès. Puis tous les étages en dessous, c'est du stationnement étagé. Pourquoi qu'on a fait ça? C'est pour réduire le réchauffement climatique, les GES qui sont causés par l'étalement d'asphalte au sol puis le rayonnement du soleil. Fait que déjà là, on répond au bien de l'environnement. Puis fait que ça, c'est bien vu de la société. Ensuite, on fait un bâtiment de 13 étages qui a l'accueil, les restaurants rapides, les restaurants de soirée, un centre de beauté, santé, spa. Puis les autres étages jusqu'au 13e, c'est des chambres d'hôtel. OK. Puis le bâtiment qui est juste à côté, c'est l'immense bâtiment qui va avoir les glissades d'eau à l'intérieur. Ça va être la troisième phase. Ça, c'est la phase 1. OK. Puis les Ah, deux tout ça, c'est la phase Ouais. 1. OK, pardon. Gros projet, gros projet. Les deux premiers bâtiments sont reliés avec une passerelle aérienne. OK. Puis pourquoi? Piétonnière. Qui est au-dessus de la rue. Cool. Puis pourquoi qu'on a fait ça? C'est qu'on veut réduire les risques d'accident. Ouais. Parce que si on a des mascottes qui sont à l'extérieur, puis les parents stationnent les voitures, puis ils ne portent pas attention à leurs enfants parce qu'ils s'occupent de l'autre kid, admettons, puis il y en a un Ouais. qui part à courir, traverse la rue, il y a un accident, tout de suite, c'est la faute à qui? C'est de notre faute. Mhm. Mais c'est pas nous qui s'occupent des enfants des autres, mais Il y a un c'est nous qui a danger créé le projet, fait que ça potentiel. crée un risque. Fait qu'en faisant une passerelle aérienne, on réduit la circulation piétonnière dans la rue, fait qu'on réduit les risques d'accident et aussi les gens sont à l'abri des intempéries de l'hiver, la pluie. Et ensuite, on a ça c'est la phase 1, 24 mois qu'on devrait OK. être capable de livrer entre 24 et 30 mois. Puis la phase 2, un coup que la première phase est stabilisée, là, on fait une deuxième hôtel de 13 étages avec une salle de spectacle au rez-de-chaussée, puis des chambres d'hôtel jusqu'au 13e. Puis au total, ça va faire 450 chambres environ. Puis la deuxième hôtel devrait prendre 18 à 24 mois aussi à la fin. Mon Dieu, fait qu'en dedans de 4 ans, les deux phases vont être complétées. Ou en Exactement. tout cas, c'est ce que vous projetez. Oui, ça, c'est dans notre idéal. Ah, Vous c'est parlez vraiment beaucoup génial. d'environnement. Puis, tu sais, je sais que ça a été quand même médiatisé, comme on l'a parlé tantôt, l'eau. Comment vous êtes conseillé pour penser à ça, de faire stationnement étagé, pour réduire les GES? Comment ça... Ben dans le fond, c'est que je suis très sensible aux commentaires qu'on reçoit sur les réseaux sociaux. Puis les gens, de la façon qu'ils partagent leurs commentaires, vous devez aussi vous en rendre compte, ils nous bitchent tout. Fait que là, mais en Des fois, c'est recevant cru. Oui, ça peut le l'être. bitchage des gens, mais là, on prend ça, nous, en positif. Puis on essaye de trouver des solutions justement pour réduire les gens qui sont négatifs pour tout, parce qu'il y en a beaucoup que peu importe si tu fais quelque chose, tu le fais bleu, c'est pas correct, rouge, c'est trop foncé, blanc, c'est trop pâle. Fait que là, ben, t'écoutes ces gens-là, puis tu essayes de t'ajuster pour créer le mieux pour l'environnement, puis pour le bien de tous. Puis c'est de là que toutes mes recherches démarrent. Puis là, je me mets à rechercher tout le temps des solutions justement pour Satisfaire le répondre plus de puis monde satisfaire ces possible, gens-là. là. Ouais, je C'est comprends. comme ça que je fais des recherches sans arrêt. Là. Puis vous avez parlé de voyage tantôt, là, où vous allez chercher votre inspiration et tout. Vous avez un rythme effréné en tant qu'entrepreneur. Vous trouvez un moment pour prendre des vacances, pour partir à Bon, l'étranger? on fait Le ça, truc, ça c'est qu'on travaille en vacances. Oui, Ouais. c'est ça. hein. Partez-vous souvent plusieurs fois dans une année ou est-ce que ça dépend des projets? Comment Ben, est-ce que... Comme Chloé est partie au Maroc il n'y a pas OK. longtemps, mais ce qu'on fait, c'est que avant de quitter, au lieu de faire 70 heures ou 80, ben, on en fait 100 pour répondre aux trous qu'on ne sera pas là. Puis là, ben, on monte le calendrier pour que tout le monde soit occupé le temps qu'on ne soit pas là pour que ça paraisse Mhm. presque pas. Puis quand on est rendu sur place, mais Des fois, tu réponds quand même à des On urgences. répond, tu sais. du matin au soir, Ouais. je réponds à des courriels au téléphone. Maintenant, avec nos C'est iPhones, facile. Là. on peut travailler 365 jours par année, Ah, c'est 48 clair. heures par jour. Ouais, bon, Théo. Puis vous êtes aussi deux sportifs, de ce qu'on peut comprendre. Ouais. Chloé, c'est toi qui as initié ton père à la course à pied? Ben oui, parce que, tu sais, je voyais, tu sais, en tant qu'entrepreneur, tu n'as pas nécessairement toujours le temps de prendre soin de toi. Puis Ray, il le fait un peu moins de son côté. Il s'entraînait plus ou moins. Puis il mange jamais. Comme il mange pas jamais? le matin, il mange pas le midi, il mange juste le soir. Moi, je comprends vraiment ça. Moi Ouais. aussi, je suis comme ça. Quand je suis concentrée puis je suis partie là, dans mon intensité, là, je peux oublier complètement de manger, de boire, je vais tout oublier. Puis là, le Je soir, un moment donné, je vais me rappeler
Oh, j'ai pas mangé encore Ouais. aujourd'hui! Moi, mon horaire tourne autour de mes repas. C'est ça, moi aussi. Puis c'est vraiment important pour moi parce que je pense que le sport, ça a toujours pris une grande place dans ma vie. Puis ça a d'ailleurs montré ma discipline aussi. Ça m'a, tu sais, dès mon jeune âge, j'excellais dans tous les sports naturellement. J'ai joué au basketball pendant comme 8 ans. J'ai joué au flag football jusqu'au niveau universitaire. J'ai fait des voyages de compétition aussi avec le flag football avec l'Université de Montréal. Puis, quand j'ai terminé l'université, je me suis dit, OK, là, je fais Qu'est-ce quoi qu'on fait après? après, Je suis une hyperactive aussi. Puis, comment je dépensais mon énergie? Ben, c'était dans le sport. Ben là, on parle de sport, puis j'ai vraiment l'impression que les entrepreneurs, c'est souvent des excessifs, tu sais, dans le travail, dans la course à pied, tout ça. Est-ce que vous avez eu d'autres excès dans votre vie? Vous venez d'un milieu un peu modeste. Là, tout d'un coup, vous avez beaucoup d'argent à un jeune âge. Est-ce que vous êtes tombé dans des dépendances quelconques? Ben, pas de la dépendance. Dans le fond, moi, ma dépendance, c'est de travailler, puis encore de travailler. Puis, c'est là que je fais mon excès, dans le fond. Puis, le sport, ben, je pilote de course de NASCAR. Puis, c'est ça qui m'a emmené, justement, à avoir une discipline incroyable quand j'étais tout jeune. Parce qu'à l'âge de 5-6 ans, quand j'étais pompiste, mon père, il faisait du stock car, qu'on appelle. Puis, il gagnait régulièrement des courses. Fait qu'il était aimé de la foule qu'il y avait dans les estrades. Fait que je vendais des T-shirts pour faire de l'argent, pour pouvoir me payer des rides de karting. Puis par la suite, j'étais encore plus passionné parce que là, quand tu y as goûté, tu en veux encore C'est clair. plus. Puis là, mais j'ai fait de la course professionnelle en kart. J'ai gagné des courses. J'ai fait l'école de Jim Russell en Formule Ford. Puis ensuite, mais j'ai voulu courser en NASCAR professionnel. Mais là, j'ai encore excellé à travailler pour gagner de l'argent pour pouvoir me rendre là. Fait que c'est tout le temps de l'excès, mais de l'excès soit de réalisation ou de travail. Parce que vous faisiez ça en même temps que travailler, là. J'imagine que ça prenait énormément de temps dans votre quotidien, vous entraîner pour le NASCAR. Oui, bien, c'est vraiment... dans le fond, les courses, c'est le week-end. OK. Fait que je travaillais toute la semaine. Je me tapais mon 70, 80, 90 heures. J'essayais de faire le plus de tapis puis de l'elliptique chez moi le soir. Puis là, ben, le week-end, je partais, mettons, le vendredi à midi pour me rendre sur les circuits. Puis là, ben, je faisais pratique qualif. Puis le lendemain, le dimanche, c'était les courses. Puis là, le dimanche soir, on revenait à Mirabel pour être au bureau le lundi matin. Fait que c'est très Ben, c'est ça. demandant. Puis des week-ends comme ça, je pouvais me taper genre 110 heures. Là. Puis si ma mémoire est bonne, je pense que vous avez fait ça de 2011 à 2015, si je me trompe pas. Ben, la dernière course que j'ai faite, ça fait environ 3 ans au OK. Grand Prix de Trois-Rivières. Là. OK, mon Dieu. Puis ça, d'abord, vous aviez déjà les enfants. Oui. Comment ça fonctionnait? Tu sais, Ben, dans le justement, fond, si votre père travaillait autant, Ouais. puis là, ben, la fin de semaine, il était parti. Ben, dans le fond, en 2012, j'ai fait le championnat canadien au complet. Fait qu'on faisait toutes les provinces du Québec, au Canada. On faisait l'île du Prince-Édouard. On a coursé en Alberta, l'Ontario, Trois-Rivières, Promener pas mal, Mirabel. On faisait partout. Puis cette année-là, j'avais été nommé le pilote le plus populaire au Canada. Puis Max et Chloé, aussitôt qu'on partait, ben, ils voulaient venir avec nous. On avait un immense, ils appellent ça un motorisé, mais que tu peux accrocher la remorque de course avec les voitures de course à l'intérieur. Puis en dessous des voitures, parce que les voitures sont stackées dans les airs, mais c'est tout l'atelier avec les pièces de rechange, les pneus. Puis toute l'équipe, on couchait toutes dans le même camion. Là, on était genre... Fait que- Ouais, j'avais 12 ans, puis on était laissés à nous-mêmes pendant tout le week-end. Fait qu'on était vraiment autonomes jeunes. Puis je pense que c'est ce qui a fait la différence aujourd'hui aussi. Ah ben c'est clair. Fait que vous Puis- suiviez là, quand vous Ouais. partiez pour la fin de semaine. On suivait partout, puis c'est la façon où on pouvait passer du temps avec Oui, lui clairement. aussi. Parce que si c'était pas de ça, puis qu'on était avec des gardiennes à la Ouais. maison, ben on n'aurait jamais été avec lui. Ah ben c'est clair. Ils ne hein. me connaîtraient pas, finalement. Ben non, effectivement, parce que vous étiez souvent partis. Exact. Ouais. Puis ta mère, est-ce que vous travaillez ensemble ou... Dans le fond, ma mère, ça fait longtemps qu'ils sont plus ensemble, OK. mais ils ont une super belle relation. Ils sont comme deux meilleurs amis. OK. Ah, c'est cool. Puis quand ça va bien ou ça va mal, ben ils sont tout le temps là pour se supporter. Tu sais, à tous mes moments vraiment comme spécial dans ma vie, mais les deux étaient là.
Puis il n'y a jamais eu de problème. Puis je pense que ça, c'est une belle chose à apprendre à ses enfants, de garder une belle relation, même si tu n'es plus ensemble, parce que Ouais. ça impacte tellement les enfants qui sont pris entre les deux parents quand que Ouais. les deux n'ont pas une belle relation. Là. Ah, c'est clair. Puis vous vous êtes séparés, vous aviez quel âge environ? Je devais avoir 3 ans. Ouais. Ok. Fait que pour moi, mes parents ont toujours été séparés. Je là. comprends. Je comprends. Puis est-ce qu'elle travaillait avec vous dans l'entreprise? Non, ben dans le fond, justement, je travaillais trop. Puis Ouais. elle me voyait pas. Fait qu'elle pensait clair. que c'était un livreur de pizza qui venait la rencontrer le soir. Puis là, elle a dit, ben moi, je suis pas heureuse Ouais. de cette façon-là. Fait qu'on a juste pris la décision de faire notre vie chacun de notre côté. Puis elle a recherché de son côté ce qui faisait plaisir. Puis moi, ben, de mon côté, c'était de travailler puis de réaliser des grands projets. Puis je me dis, c'est un beau message à passer, c'est que dans la vie, il ne faut pas rester ensemble. Puis si un fait, mettons, un sport qui rend l'autre personne malheureuse, puis que l'autre personne qui est malheureuse essaye de demander à l'autre personne d'arrêter de faire son sport parce que ça demande beaucoup de temps. Ouais. Puis là, l'autre personne, elle arrête de faire son activité pour rendre l'autre heureuse, mais c'est elle qui se rend malheureuse. Fait que pourquoi se forcer? Il y a toujours quelqu'un de malheureux Exactement. dans cette Puis recette-là. de faire perdurer ça pendant des années et des années, puis de se séparer 30 ans plus tard, c'est mieux de le faire maintenant, puis vis une belle vie à partir de maintenant, Ouais, c'est chacun clair. de ton côté. Puis après ça, ça t'emmène à faire une belle réflexion avant de t'engager avec quelqu'un, puis d'être sûr que tu es avec la bonne personne. Ouais. Puis Annie, avec que je suis marié maintenant, mais ça a pris 1 an avant qu'on s'embrasse. Là. OK. Fait qu'on Fait que on vous êtes a fréquentés on s'est un bon fréquentés, moment. on était amis, on a fait plein d'activités ensemble. Puis avant vraiment de dire hey, on sort ensemble, ça a pris 1 an, là, OK. imagine. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes ensemble aujourd'hui? Là, ça va faire presque 17 ans. OK, OK, quand OK. même. Fait que ça fait un bon moment. Puis tantôt, je pense que vous l'avez mentionné, elle travaille avec vous maintenant. Oui, Annie, elle travaille avec nous. Elle OK. s'occupe de tous les appels clients pour la location, pour les condos OK. résidentiels locatifs. Puis est-ce que c'est comme ça que vous l'avez rencontrée ou elle ne travaillait pas du tout, Elle est ça- venue par la suite travailler avec vous? Je suis allé souper un soir dans un resto à Laval, puis OK. j'étais avec des amis, puis là, tous les gars, on était tous après elle, puis là, finalement, Elle vous a choisi. j'ai été le Le plus grand chanceux. chasseur, le chanceux, puis là, ben, on est ensemble depuis ce temps-là. Ah ouais, c'est vraiment bien. Et vous venez de dire quelque chose, vous dites tous les appels clients. Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes pour la location qui rentrent par le web ou c'est pas mal téléphonique encore? Chloé, ben, dis-le, ça va Ouais. être... Mais c'est fou, on a des demandes de partout. Tu sais, autant sur de nos réseaux sociaux, puis on le voit avec notre CRM. Des fois, les gens ils écrivent TikTok là, qui ont vu nos condos locatifs. Ouais. Fait que ça fonctionne vraiment. Oui, c'est clair. Mais sinon, c'est les Facebook Ads. Pour vrai, on est littéralement partout sur les réseaux sociaux. Puis quand on sponsor nos visites libres, on en fait chaque week-end. Puis quand les gens arrivent, ben, ils s'inscrivent avec toutes leurs données. Nous, on le rentre dans notre CRM, puis on est rendu avec une base de clients qui veulent des condos locatifs de comme 30 000 personnes. OK. Fait que quand vous avez ouais. des nouveaux projets ou des choses comme ça, vous pouvez contacter les gens. Exactement. OK. Juste avec un envoi, on touche en partant à 30 des 000 gens qui personnes sont intéressées. intéressés. Puis Annie, elle peut voir entre 6 à 10 clients, 10 Mhm. visites, Mhm. des gens seuls, des gens célibataires ou des familles Ouais. ou Puis des une couples. visite, c'est environ 1 heure. Fait qu'une 6 à 8 visites dans une journée, ça fait beaucoup. Là. Ah, c'est clair. Puis toi, Chloé, t'es à l'université, tout ça. T'es plus jeune que ton père, t'apportes un bagage qui est différent. Est-ce que des fois, il y a un peu des frictions par rapport à innover dans l'entreprise, la technologie, des choses comme ça, ou ça se passe quand même Ah bien? ouais, quand j'y avais emmené l'idée du CRM, là, il était 100% contre l'idée. Il disait ça va coûter trop cher, c'est n'importe quoi, mais finalement, aujourd'hui, on sauve beaucoup, beaucoup d'argent, je pense, avec notre Ouais, CRM. vraiment. C'est sûr. Puis, tu sais, juste un exemple avec notre 700, qui est des condos locatifs, 243 condos. Ça a pris 3 ans et demi avant qu'on se rende à 60% du complexe loué. Tandis que l'espace W, en ce moment, on a 336 condos. Donc, il y a déjà là, il y en a plus de condos. Puis, on n'a même pas livré la phase 3 et 4. Puis, dans l'entièreté du projet, on est loué à 50%. Fait que Puis- ça paraît Ah, c'est l'efficacité. incroyable. Fait que vous avez été assez vite convaincu, Ouais, ben, ça prend la personne qui a Ouais. les compétences et l'expérience. clairement. Parce que tu peux rentrer 40 logiciels, mais si les gens Mhm.
les mettent pas en application puis en force, mais ils servent absolument à rien. Puis dans le passé, j'avais personne en TI qui était à l'interne, qui était assidu pour le montrer à chaque personne qui était présente. Fait que si tu fais pas ça, ça peut pas fonctionner. Mais Non, c'est Chloé est assez intense dans ses formations. Fait que tout le monde a embarqué dans le bateau. Puis là, ben, le bateau navigue très bien. Puis aussi, il fallait quelqu'un qui allait pouvoir le challenger pour vraiment qu'on le mette en place. Puis ça, j'ai pas peur de le faire, de le challenger pour qu'on ait des meilleures idées. Après, ça nous arrive à chaque jour. Là. Puis ça se passe comment, justement, la relation? Vous travaillez tout le temps ensemble? Vous voyez, j'imagine, pratiquement tous les jours. Ouais. Comment Ben, ça se passe? Ça se passe bien. Les deux rient. Ben, pour vrai, je suis vraiment comme mon père. On a la même personnalité. OK. Puis je pense que on se challenge à chaque jour, mais c'est pas pour se confronter, c'est vraiment juste pour emmener une meilleure idée. Puis je pense que ça emmène toujours un bon succès. C'est intense. Ah, Est-ce que ouais, c'est parce que intense. ça vient comme plus dans la chicane ou tu sais, Non, c'est comme... nous, on le sait que ça vient pas dans la chicane, OK. mais les gens au Ils ont bureau... peur, De là. l'extérieur. Ah, ils ont peur. OK. Ah, Ils mon sortent Dieu. même plus des corridors là, quand on s'argumente et on se Ouais. Mais j'en comprends que vous êtes tous les deux bons joueurs. Tu sais, vous entretenez pas Exact, il y de a jamais- rancœur. ou Non. Jamais de de... rancœur. On s'est jamais chicané. OK. Mais c'est vraiment Ouais. important dans une entreprise familiale de comme. Puis, tu sais, en bout de ligne, les deux parties veulent amener l'entreprise Mhm. plus loin, tout ça, mais de, OK, bon, j'ai peut-être perdu une bataille au bénéfice de l'entreprise, mais on soupe quand même ensemble ce Mhm. soir. Ouais. Puis ça, c'est important de Exact. garder les relations. Moi, c'était mon frère Guillaume avec mon père. Ouais. Mon père, là, c'est même caractère, puis ça parlait fort. Ah ouais, là, c'était intense. ouais, c'était intense aussi. Mais nous, les gens, pour vrai, ils ont carrément peur. Là. Ouais, Puis- il s'éloigne. Max, ton frère, lui, dans cette équation-là, Max, mon frère, il a du caractère, mais pas autant que mon père puis moi. Fait qu'il nous challenge moins. OK. Mais on va le voir plus quand il va arriver à temps plein. Moi, je pense qu'il va OK. prendre plus sa place. Là. Ah, c'est clair. Exact. Mais il n'est pas tout le temps avec nous parce que Max travaille avec l'équipe d'ingénierie, OK. puis les chargés de projet et les gens qui s'occupent de tous les chantiers, la réalisation, les Mhm. surintendants. Fait qu'il va être plus sur les chantiers qu'au bureau avec nous. Fait qu'il n'y a pas vraiment à se challenger autant que nous, on se challenge parce que moi puis Chloé, ben, on va se challenger pour le marketing, on va se challenger pour Mhm. La Les- hauteur des prises électriques Exact. dans notre salle de les coworking. logos, les publications dans les journaux. On choisit les couleurs de tapis ensemble, les murs, les designs. Tu sais, comme Ouais. au Espace W, on a fait une piscine au 7e étage du bâtiment, puis on a créé un immense den. Puis là, on voulait créer quelque chose qui sort hors de l'ordinaire. Fait qu'on a fait un sauna à l'intérieur, puis toute la pièce est décorée, style Tulum. Fait qu'on a mis des gros lustres gigantesques, comme on voit à Tulum, en paille, en genre de C'est hot. coquillage géant. Sur les murs, des vignes qu'on a installées quasiment jusqu'à 1h du Ouais. matin. Fait que on est vraiment intense, là. Fait que c'est tout, là. Faut se challenger pour tout. Ah, c'est vraiment Ah, c'est cool. vraiment super. Hey, c'était vraiment un plaisir de vous recevoir, Ray, Chloé. Merci beaucoup d'avoir été là. Un énorme Merci à vous, merci. c'était vraiment le fun. Merci. Merci pour l'invitation, c'est vraiment le fun. Puis bon succès dans tous vos projets. Merci Ouais, beaucoup. On va aller vous faire- attend dans le top là, Blainville. Ouais, Ouais, on va aller faire des faire, taste tests exact. top là, puis Yay! Salvatore aussi. Vous nous en donnerez des nouvelles. Ben, vous allez voir ces réseaux sociaux. C'est Parfait. bon. Merci. Merci, bonne journée. C'est vraiment une discussion intéressante. Moi, ce qui m'a le plus impressionné, ou en tout cas que je fais le pont avec la plupart des Ouais. entrepreneurs, c'est l'intensité, Ouais, vraiment. l'excessivité. Tu sais, clairement, dans tous les projets qu'ils Ouais. entreprennent, ils se mettent à fond, Ouais, que ce mais la soit... passion, ouais. Oui, vraiment. c'est ça, que ce soit le sport ou tout ça. Puis sinon, une autre chose que moi, je retiens de cette discussion-là, c'est l'éducation. Ouais. À quel point, même si tu as la chance d'élever des enfants dans un milieu qui est assez aisé et tout ça, Ouais. on le voit bien là, dans la manière dont ils discutent ensemble, puis tout ce qu'il lui a pu inculquer à sa fille. Vraiment. Donc, vraiment intéressant. Ouais, moi aussi, j'ai beaucoup aimé l'aspect de l'éducation financière. Mhm. Et puis, tu sais, c'est vraiment chaque entrepreneur voit ça différemment Ouais. de ce que on peut voir jusqu'à maintenant dans les podcasts, les entrepreneurs qu'on reçoit. Donc, si, comme nous, vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner pour en apprendre plus sur les entrepreneurs d'ici, apprendre le côté un peu plus personnel derrière les entreprises.